Et salut tout le monde, je m'appelle Olivier Beauchemin. Et moi, c'est Francis Juteau. Et vous écoutez le podcast de Quiz Tonic, thématique d'aujourd'hui, la télévision. Oh là là! Oui, Francis, es-tu un enfant de la télé? Toi, t'as-tu grandi avec la télévision pas mal, étant jeune? Pas tant que ça, honnêtement. Là, ça a vraiment été plus... tu sais, mon dada, c'est le cinéma plus que la télévision. Ben, j'ai hâte de voir ça d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une confrontation qui va avoir lieu entre cinéma et télévision pour toi en ce moment? En moi, les deux entités vont se combattre. Non, mais tu ris, mais il y a quand même beaucoup de monde qui aime le cinéma, qui snob la télé jusqu'à un certain point. On dirait que c'est bizarre à dire, même si c'est un médium qui se ressemble. C'est comme si des fois ça c'est associé à, je sais pas, de la machine à saucisse peut-être, ou quelque chose de moins de qualité. En tout cas, on découvrira ça aujourd'hui. Là, ça va être beaucoup de facettes de la télé, ceci dit, Francis, qu'on va aborder. Oui, c'est ça, pas juste les séries télé, autre chose aussi. J'ai ouvert un peu plus. Écoute, j'ai été dans d'autres pans de la télévision. Ceci dit, c'est quand même pratiquement 80% de séries télévisées puis de fiction en télé quand même. Là. Je vais te dire ce que j'aime de la télé. Les quiz télévisés. Les quiz télévisés. Ça, j'en écoute quand même. Ouais. Ben, en fait, relatif, mais j'aime ça. Comme Soirée Quiz. Comme Soirée Quiz! Le quiz à Télé-Québec. Je me suis dit, ça va peut-être être une de tes questions. Commandité par Non, j'ai pas été là-dessus. On peut le dire, shameless plug. On a été commanditaire de Soirée Quiz, une émission à Télé-Québec. On espère une saison 2. C'était super le fun comme concept. Ben oui, vraiment. Si ça vous tente d'ailleurs, c'est en rattrapage sur le site de Télé-Québec d'ailleurs. Oui, exact. Ouais. Donc, télévision, écoutez, bienvenue mesdames et messieurs, si vous êtes là pour la première fois. Le concept est tout simple, le podcast de Quiz Tonic. On pastiche le monde scolaire québécois. Donc, ce sera en 4 phases de diplômes différentes. On passe par le primaire, le secondaire, le cégep et l'université. Des questions, grosso modo, de plus en plus difficiles, quoique souvent, c'est pas le cas. Là, récemment, notre secondaire a été plus corsé que notre autre, mais en tout cas pour nous deux. Oui, exactement. Parce que des fois, c'est des questions plus précises en secondaire. Vous allez voir, évidemment, 4 différents types de questions qu'on aura tout au long. Votre but, évidemment, est de passer de diplôme en diplôme pour aller jusqu'au doctorat à la toute fin. Si c'est pas réussi, bien évidemment, vous continuez à jouer avec nous pareil. Parlant de ça, Francis, toi, tu te vois où en termes de diplomation pour la télévision? Bonne question. Écoute, la télévision, c'est quand même analogue au cinéma. C'est pas un domaine qui m'est complètement étranger. Ouais. Donc, je vais me permettre de viser plus haut. On va y aller avec... je vais viser de passer mon bac. Ton bac? OK. Ouais, donc, le baccalauréat, tu serais fier. Ouais, je serais bien content. Bon, on te souhaite bonne chance, Francis. Donc, télévision, c'est parti. Ben, peut-être juste avant, c'est quoi, toi, ta série préférée? T'as-tu mettons, peut-être un coup de cœur du moment? T'as-tu quelque chose j'en ai déjà parlé dans un autre podcast. En ce moment, je suis en train de me taper tous les Star Trek au complet. C'est vrai, tu te retapes sans ce Donc, de là à dire que c'est ma préférée, je sais pas, mais c'est honnêtement une de celles qui m'apaise. Du moment, on dirait, ouais. Écoute, moi, c'est drôle parce que j'ai écouté, je te dirais, 3-4 bonnes fois The Office au complet. Ouais. J'avais abandonné le projet, là, on dirait après la pandémie, là, j'avais été au bout. Puis dernièrement, je suis retombé dedans. T'as recommencé. Écoute, c'est quasiment méditatif. Il y a ça un peu la télé, hein. Ah, ça joue un peu en background, ça me rassure. Je sais pas, comme une berceuse. Peut-être qu'on va parler de ça. Peut-être qu'on va parler de Star Trek. On va découvrir tout ça, Francis. Je ne sais pas. Peut-être on verra. On commence avec la première section, l'école primaire. OK. Ah, Francis, la télévision, c'est un appareil qui diffuse des séries télévisées, ça tu le sais. On est à la maternelle, donc on est peut-être dans une question un peu plus fastoche. Peut-être pas non plus. Un total de 7 questions, donc maternelle jusqu'à 6e année primaire. Tu auras besoin de 4 bonnes réponses sur 7 ici pour passer ton primaire. Et maternelle, ben c'est ça. Ça commence des fois un petit peu plus facile. Alors, mon petit coco Francis, une télévision, ça sert évidemment à des fois regarder des séries télévisées qu'on appelle. On va y voir des personnages qui vivent des situations plus saugrenues les unes que les autres. Évidemment. Ma question, vrai ou faux? Lorsqu'on écoute une série télévisée, il peut être avisé de crier des indications aux personnages à l'écran, puisque ceux-ci sont réactifs à nos commentaires et changent parfois leurs actions en conséquence. Ça, c'est nostalgique. C'est nostalgique? Ça rappelle à des bons moments où tu criais après ta télé. Pour leur dire quoi faire. ben, c'est ça, des bons moments où ça fonctionnait ou ça fonctionnait pas. Dans mes souvenirs, Tes souvenirs, ouais. Si je repense à Mufasa, non, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné quand tu y disais, malheureusement. C'était le cinéma, peut-être ça aurait été différent. Oui. Ah oui, non, c'est vrai. Non, effectivement, c'est faux. Bon, c'est une facile, évidemment. Oui. Par contre, j'ai décidé de parler de ça. Ça paraît ridicule, mais c'est vraiment en réalité quelque chose qui, il n'y a pas si longtemps, dans les années 50, était un phénomène courant. Beaucoup de personnes engueulaient des personnages à l'écran, leur parlaient très fort. Même dans la rue, des fois, on pouvait dire hey, je
Je t'ai dit que t'étais bon parce qu'il y a vraiment cette distance-là qui était pas si présente à l'époque. C'est vraiment pas juste les épais, là. C'est un phénomène qui existait. La preuve, c'est que Lucy Mitchell, qui a joué la marâtre dans Aurore l'enfant martyr, se faisait engueuler dans la rue, évidemment, parce que le monde dissociait son personnage. Même devant la télé aussi, ça se passait. Donc voilà, effectivement, c'était faux, mais c'est malheureusement quelque chose qui s'est fait pour de vrai. Écoute, j'ai une confession pour toi, puis ça a rapport avec la télé, puis ton sujet en ce moment. Moi, je me suis déjà demandé, pas pour les séries télé, mais je me suis demandé si le fait d'écouter un événement sportif en direct, que moi je l'écoute, ça allait avoir un effet papillon ou pas sur l'impact de la partie. Il y a un moment donné que j'étais comme, que je l'écoute, que je ferme ma télé ou pas, si j'envoie des énergies positives ou négatives aux joueurs, est-ce que ça va avoir un impact ou pas? Évidemment, je trouve ça complètement toqué, mais j'ai quand même déjà réfléchi à ça en me demandant si ça avait un impact. T'imagines? Mais ça veut dire que même dans une fiction, quand le monde savait pas trop qu'est-ce que la fiction c'était versus la réalité, il pouvait dire non, fais pas ça, faut pas que tu fasses ça, puis tu sais peut-être qu'il croyait. Oui, la magie de la télé. On sait pas. Allez, on passe à la deuxième question. On est toujours en vrai ou faux, donc les 3 prochaines seront encore vrai ou faux. Les 3 4e, 5e, 6e année, donc les 3 dernières seront en choix de réponse. Vrai ou faux? Question numéro 2, Francis. En dehors des concours de beauté, des émissions de nouvelles, des émissions sportives ou des concours musicaux, l'émission qui est, on va dire, plus proche d'une fiction, qui a eu le plus de saisons en cours aux États-Unis, est Sesame Street avec 55 saisons. Donc je le répète, évidemment en dehors des concours de beauté, des émissions de nouvelles, des émissions sportives qui sont pas vraiment l'univers de la fiction, là, on se le cachera pas, des émissions religieuses aussi, il y en a quand même beaucoup qui durent depuis très longtemps. L'émission ayant le plus de saisons en cours aux États-Unis de type fiction est Sesame Street avec 55 saisons. Je suis pas certain, mais honnêtement, ça sonnait faux au départ en me disant... Je pense que c'est de loin de Young and the Restless au minimum, donc les feux de l'amour, donc je vais dire faux pour Sesame Street. Malheureusement, mon Francis, c'était bel et bien Sesame Street avec 55 saisons. Écoute, j'ai pas les données de The Young and the Restless, ceci dit. Ça dure encore, ça, Sesame Street? Je ne sais pas. Ben oui, mais effectivement, en cours, là, continue. C'est 55. Okay. On parle quand même ici de plus de 4000 épisodes aux États-Unis. C'est assez impressionnant. Okay. Si on passe à la prochaine série télévisée en termes de saisons, là, de ce que je comprends, c'est encore les Simpsons. 36 saisons en termes d'une série animée, du moins. C'est le record pour l'instant. 700 épisodes. Et la diffusion la plus longue pour tout, c'est 87 ans. Et ça s'est fait au Royaume-Uni avec la diffusion du tournoi de tennis de Wimbledon depuis 1937. Donc 37, évidemment, c'est beaucoup des événements sportifs. Une fois par année, là, aussi. Là, exact. On parle pas du même type de saison, évidemment, là, effectivement. Et au Canada, encore dans le sportif, c'est le Hockey Night in Canada depuis 1952 sur CBC. Donc 72 ans pareil, encore une fois. Puis le Hockey Night ici, c'est pas juste une fois par année, c'est un rendez-vous qui est là depuis longtemps. C'est quand même fou, pareil, quand tu le penses. Alors on passe à la prochaine, Francis. Question numéro 3 en 2e année. Une émission qui a beaucoup marché au Québec, c'est Un gars, une fille. Hein? C'est une série télévisée qui est créée par Guillaume Lepage, qui a été diffusée de 97 à 2003, à peu près 135 épisodes. Ça a eu un succès fulgurant, mais pas seulement ici au Québec. Hein? La série a été vendue et reproduite dans de nombreux pays par la suite. Ça a été un véritable succès. Alors, vrai ou faux? Selon la firme suisse WIT, la série télévisée Un gars, une fille est la série de fiction la plus adaptée dans le monde de toute l'histoire. Selon la firme suisse WIT, la série télévisée Un gars, une fille est la série de fiction la plus adaptée dans le monde de toute l'histoire. On parle pas évidemment ici d'une émission qui va être jouée dans la même langue ailleurs. On parle d'une adaptation dans une autre langue ou dans une autre région ou dans un autre contexte. Là. Une reprise finalement. La série télévisée serait donc Un gars, une fille la plus reprise. Vrai ou faux? Je suis confus par ta firme WIT. Plus on met de détails, plus c'est faux d'habitude. Mais là, tu viens chercher mon côté patriotique en même temps. Je veux dire, c'est vrai, c'est la plus adaptée. C'est vrai, Francis. Hey, j'ai été curieux d'apprendre ça. J'ai même été chercher plusieurs autres sources. Et effectivement, ben là, je précise la firme suisse parce que peut-être que, je sais pas s'il existe une autre affaire, là, c'est la source que j'avais. Ceci dit, oui, 30 pays, 30 adaptations différentes. Ça dépasse notamment des émissions comme Caméra Café, Baywatch et compagnie qui ont été, elles, largement reprises et adaptées ailleurs. Caméra Café, ça doit pas être québécois, ça? Non, c'est français, je pense, effectivement. Ça va être adapté au Québec, ceci dit. Mais Un gars, une fille, oui, ça serait la série de fiction la plus adaptée. C'est quand même fou. C'est fou, je savais pas cette information-là. Ah oui, non, vraiment. Puis ça, c'est co-créé, entre autres, par Guillaume Lepage et Sylvie Léonard. C'est absolument québécois. Puis en fait, c'est même produit, je pense, par Guillaume Lepage. Ça a été co-créé, tu as raison, au niveau du texte, entre autres, avec Sylvie Léonard. Mais c'est vraiment une production là, de Guillaume Lepage. Je souhaite d'avoir beaucoup de royauté. J'ai l'impression que oui, c'est ça qui doit se passer. Ça lui permet peut-être de faire des films à moins gros succès pour Guillaume Lepage. C'est un vrai, tu as 2 bonnes réponses, Francis. On passe à la question 4. Donc, dernier vrai ou faux en 3e année. Une série télévisée qui a été populaire pendant la pandémie
c'est définitivement The Queen's Gambit. Hein? Donc, on suivait l'histoire de Beth Harmon, qui devient un prodige aux échecs, et qui va en venir à compétitionner contre les meilleurs joueurs d'échecs soviétiques. Vrai ou faux, Francis? Beth Harmon est inspirée d'une Américaine du même nom qui a été une prodige aux États-Unis et a gagné un match contre Bobby Fischer. Alors, je le répète, vrai ou faux? Beth Harmon, donc ce personnage de The Queen's Gambit, est adapté d'une Américaine du même nom qui a été une prodige aux États-Unis et qui a gagné un match contre Bobby Fischer. Vrai ou faux? Wow, je suis à nouveau très confus parce que je l'ai écouté. J'ai pas lu cette information par la suite, mais je pense pas que j'ai été tant lire sur la série non plus. Elle aurait gagné un match contre Bobby Fischer. Écoute, vive les femmes célèbres. Vrai. Malheureusement pas. Et puis en plus, pour vrai, j'aurais aimé ça pour te dire vive les femmes célèbres, mais malheureusement, au niveau des échecs, là, c'est encore quelque chose de très lent, la progression féminine, pour X raisons. J'imagine que c'est pas quelque chose qui, malheureusement, est tant inculqué, on va dire, ou médiatisé, parce que visiblement, c'est pas une question de performance homme versus femme. Aux États-Unis, en fait, il faudra vraiment attendre plus la fin du 20e siècle pour commencer à voir des femmes apparaître. Et même, je dirais, à l'international, pardon, encore aujourd'hui, une seule femme dans l'histoire du nom de Judith Polgar, une Polonaise qui a été une sérieuse candidate là, pour le World Chess Championship. Ça s'est fait en 2005, mais même encore récemment, la présence des femmes aux échecs, c'est très curieux, c'est vraiment pas présent. Donc moi, mon feeling, c'est que c'est sûrement une question d'inculcation, en fait, de priorité et compagnie. J'aurais pas dû tomber dans le panneau, en fait, parce que ce moment-là aurait clairement été mis dans la série aussi d'avoir battu Bobby Fischer. Je me souviens pas que... C'était pas dans la série, non. Je l'ai rajouté parce que ça avait l'air vrai. Oui, c'est ça. Fait que... t'as quand même 2 bonnes réponses pour l'instant. Il faut que j'en ai 2 sur 3 pour 2 autres, effectivement. Des fois, les vrais ou faux, ça peut être corsé, on va se dire. Alors, on poursuit notre route en 4e année. C'est la 5e question, Francis, et donc c'est à partir de maintenant des choix de réponse. Dans l'émission Stranger Things, on suit une bande de jeunes qui jouent à Donjon Dragon et qui rencontrent une jeune fille nommée Eleven qui a des pouvoirs paranormaux. Dans certains cas, Eleven va se plonger dans l'eau pour utiliser ses pouvoirs télépathiques. Elle va s'immerger dans l'eau. Alors, ma question, pourquoi Eleven s'immerge-t-elle dans l'eau quand elle souhaite utiliser ses pouvoirs? En A, parce que l'eau magnifie les signaux télépathiques. En B, parce que l'eau est un endroit silencieux et calme qui l'aide à se concentrer. Ou en C, étant un Pokémon d'eau, l'eau double les attaques spéciales de Eleven. C'est même le 11e Pokémon de la 4e génération. Effectivement, bien vu, c'est son nom. Effectivement. Oui. Ok, alors répète-moi tes 2 choix. Ouais, donc pourquoi est-ce qu'Eleven s'immerge dans l'eau? En A, l'eau magnifie les signaux télépathiques. Et en B, l'eau est un endroit silencieux et calme qui l'aide à se concentrer. Écoute, les 2 réponses, c'est quand même proche, mais je vais dire, je l'ai vu ça aussi. En A, ça magnifie les trucs télépathiques. Oh my god! Pas facile, ça peut être corsé quand même, ça se ressemble. Non, c'est un endroit silencieux et calme. En fait, la preuve même, c'est qu'elle va même se bander les yeux, va se restreindre même physiquement pour avoir le moins de sensations possible. Donc, il y a vraiment cette idée-là de calme, de repos pour avoir les ondes télépathiques. Mais elle a nécessairement besoin d'eau, non? Parce que pas nécessairement besoin d'eau, c'est vraiment de s'isoler finalement. Mais peut-être que d'un point de vue esthétique, c'était beau que ce soit tout le temps dans l'eau à ce moment-là. Le bac m'apparaît loin. Oui, ça va être loin le bac. Ben, c'est sûr que là, tu sais, peut-être une parenthèse là-dessus. J'ai essayé d'y aller avec des séries télé très populaires pour aller rejoindre le monde. Ouais. C'est sûr que peut-être qu'en cours de route à la maison, vous avez peut-être pas vu la série. C'est difficile dans ce temps-là. J'ai essayé de faciliter ça avec des séries populaires, mais évidemment, ça dépend de ce que vous avez vu. Hein. Ça peut être corsé un peu. Alors voilà, on poursuit avec la 5e année, Francis. Parfait. Ça prend tes 2 prochaines, là. Hey, y a-tu déjà eu un primaire pas réussi? Je pense oui. Moi, c'est pas la première fois. J'en ai eu un pas réussi. Moi aussi. Question numéro 6 en 5e année. Lorsqu'on parle de télévision conventionnelle comparée à la télévision web, il y a toujours l'enjeu des codes d'écoute qui vont influencer les diffuseurs dans leur choix de programmation. Au Québec, on a des émissions chouchou qui frappent fort en termes de codes d'écoute. Parfois, il y a plusieurs millions de Québécois, Québécoises qui vont regarder certaines séries en même temps. Alors, ma question, quelle émission de télé québécoise a le record du plus grand nombre de codes d'écoute? On parle ici, évidemment, d'un seul épisode, pas la totalité de la saga ou d'une série. En A, le Bye Bye 2021. En B, l'épisode Régent reçoit de La Petite Vie. Et en C,
Des kiwis et des hommes, l'épisode de la palourde royale. En vue YouTube, sûrement. C'est sûrement lui, là. Alors, le Bye Bye 2021, la petite vie épisode Régent reçoit, ou Des kiwis et des hommes, l'épisode de la palourde royale. Je sais pas, tu veux-tu parler de la façon dont les codes d'écoute sont faites plus tard? Non, j'en parlerai pas plus tard, effectivement. C'est quand même particulier, hein, le monde des codes d'écoute. Je pensais que ça allait être ça, là, les espèces de gadgets que... Ouais. C'est Numéris là, qui est la plateforme qui fait ça, effectivement. Ouais, c'est très particulier parce que c'est évidemment multiplié par 5000 des fois. C'est ça, c'est comme 500 personnes qui regardent la télé puis on se base sur moment, leur habitude à eux. Là. Exact, c'est toujours pas facile pour ça. Très étrange. Ouais. Oui, alors mon guess, ce serait Régent reçoit de La Petite Vie. Ah, mais ça va pas! Ah, ça va pas du tout. Par contre, t'étais sur la bonne piste. Régent reçoit, c'était l'ancienne avant meilleure émission. Ça a été battu canadienne. par le Bye Bye. Et le Bye Bye 2021, pendant la pandémie, effectivement, a été battu. Le Bye Bye 2021, quand même assez impressionnant. Je pense 4 862 000 téléspectateurs. Ça aidait la pandémie en 2021. 4 98 000 téléspectateurs, par contre, pour Régent reçoit, qui était en haut du 4 millions. Okay. Ça a d'ailleurs fait d'elle la première émission canadienne à battre le 4 millions, anglo ou franco, tout confondu. Mais là, il faut compter l'inflation. Effectivement, l'inflation. Ah ben, avec l'inflation, je te le donne. les gens valent maintenant 1,02 personnes. On vaut plus cher. Exact. Par contre, tu l'as dit tantôt, le segment sur la palourde royale est à plus de 5 millions de vues sur YouTube. Techniquement, on aurait pu accepter cette réponse-là aussi. Non, je refuse. Alors, effectivement, pour ton information, le Bye Bye 2021, c'est l'émission, tout genre confondu au Québec, à avoir eu le plus de codes d'écoute, presque 5 millions de personnes à ce moment-là. Ah bon. Ben c'est raté pour le primaire. Je vais manger mon humble pie. Ça arrive, écoute, c'est pas facile. Encore une fois, des fois, il suffit d'un mauvais guess pour y aller. Alors, on va quand même y aller avec la question numéro 7, 6e année. On passe encore une fois, une question de choix de réponse, la dernière du primaire. Donc, je te l'ai dit, j'ai essayé de choisir des émissions populaires. On y va cette fois-ci avec les Simpsons. Hein? Oui. Donc, c'est probablement la référence automatique lorsqu'on pense à une série d'animation. Je pense que c'est une des séries les plus populaires. Je te l'ai dit, en plus, 36 saisons aux États-Unis, c'est assez impressionnant. Donc, je me suis donc dit que j'allais me concentrer sur cette question-là. Et plus particulièrement sur la ville où tout ça se passe, c'est-à-dire à Springfield. À Springfield, exactement. Donc, ma question, dans quelle ville et dans quel état plus particulièrement ça se passe l'épisode, donc l'émission des Simpsons? Est-ce que c'est dans la ville de Springfield au Missouri? Est-ce que c'est dans la ville de Springfield au Massachusetts? Ou est-ce que c'est dans la ville de Springfield, dans l'état de Springfield? Alors, encore une fois, je le répète, on se concentre sur la ville de Springfield. Par contre, il y en a une chier de Springfield aux États-Unis. Ouais. Est-ce que c'est en A, dans Springfield au Missouri, dans Springfield au Massachusetts, ou dans Springfield, à l'état de Springfield? Alors, je colle, c'est l'heure du bluff. On s'en va en C, l'état de Springfield. Et c'est l'état de Springfield! Félicitations, Francis! C'était effectivement un bon bluff, bien calé. Alors, c'est la ville de Springfield, dans le comté de Springfield, dans l'état de Springfield, fondé par Jebediah Springfield en 1796. Bravo! Peut-être qu'il voulait pas faire de favoritisme sur un état en particulier. Ouais, c'est ça, il aurait pas pu faire ça, effectivement. Donc, Springfield. 3 bonnes réponses sur 7. Francis, en complément d'information, je te jure, c'est écrit ici. Je vais même rajouter un point bonus pour compléter cette ronde primaire. Mais oui, non. Ouais. Alors, les Simpsons, là, ça vaut bien un point bonus. Comment on va se fait que si je l'ai, je passe mon primaire. Tu passes ton primaire. Ben oui, non. C'est arrangé avec le gars des vues. Ça va être difficile, par contre. C'est pour ça que le point bonus va être tough. Peut-être qu'étant donné que toi, t'as monté des quiz dans la vie, tu vas t'en souvenir. Je pense que ça va être tough. Alors, à la maison, si vous êtes fan des Simpsons, peut-être vous allez être en mesure de le trouver. Alors, quelle est l'adresse exacte de la famille Les Simpsons? L'adresse exacte des Simpsons. Francis, c'est à quelque part dans ta tête, j'en suis convaincu. Après ça... Oh my god. T'as juste 10 secondes pour le trouver, passer ton primaire, c'était une autre affaire. Alors, c'était évidemment Springfield, dans le comté de Springfield, dans l'état de Springfield, mais particulièrement, l'adresse, c'est quoi exactement? Oh my god. Et en plus, je sais que c'est frustrant parce que je suis sûr que tu as déjà posé cette question. Ah ben oui, je l'ai vu 1000 fois. Oui. Puis je sais qu'il y a plusieurs réponses possibles aussi à celle-là. Hein? Ouais, parce qu'elle a changé à travers les saisons des fois. Ah oui, c'est vrai, j'en ai juste une par contre qui est la majeure probablement. Non, mais écoute, je pense que ça finit par 76 dans ma tête. Genre 376 Springby Avenue. Springby Avenue? On est très loin de la bonne réponse. C'était 742 Terrace Evergreen. Terrace Evergreen. Ça, je t'ai dit, c'est un point bonus, là, mais honnêtement, si vous l'avez eu, vous êtes excellent. C'est pas facile. L'espoir est mort. Oh mon Dieu!
une bande d'enfants qui te cheer quand même, Francis. Oui. Ça peut faire bien. 3 sur 8. Hein? Je pense que ces enfants-là auraient peut-être pu savoir plus, par contre, les Simpsons que nous autres. D'ailleurs, si ces enfants-là veulent un quiz corpo, pensez à Quiz Tonic, cher enfant. Pour votre fête familiale. Hey, mais tu ris, on a fait quand même des anniversaires, des trucs comme ça aussi, hein, si ça vous tente. Ah, mais on a fait des quiz pour les enfants, littéralement. On en a fait pour des ados aussi. C'est tout le temps trippant, effectivement, de créer des questions plus adaptées là, à vous autres. Vous nous écrivez quiztonic@gmail.com ou sur notre site web, quiztonic.ca, pour toutes les infos. Yep, baby! Alors, on passe à la prochaine étape, Francis, l'école secondaire. Comment on se reprend? On se reprend, Francis. Tu as le droit de continuer. Comme à la maison, évidemment, vous avez le droit d'échouer. Moi, j'ai échoué mon secondaire à 1 sur 5 dans le dernier épisode du sexe. Alors, c'est humidisant quand même, on va se le dire. On reste humble là-dedans. Et évidemment, surtout à la maison, j'ai l'impression que des fois, ça fait du bien de nous voir être poche. Être meilleur que nous. Ça peut être tough, là. Ben oui, ça peut être vraiment tough. On passe au secondaire, Francis. Cette fois-ci, pas de choix de réponse, pas de vrai ou faux, donc pas d'aide. Vraiment des réponses simples. Il faut que tu aies 3 bonnes réponses sur 5 pour passer. Donc, 3 années du secondaire sur 5, évidemment, à réponse simple. Excellent. On commence avec le secondaire 1. Je commence donc ce secondaire-là avec une série télévisée, encore une fois, très populaire, qui était peut-être, je dirais, ma série préférée dans les premières saisons, en tout cas du moins, Game of Thrones. Hein? Malheureusement, je trouve que les dernières saisons ont été ratées un peu. Ça a été, entre autres, repris par le producteur et non pas George R.R. Martin qui l'écrivait. Fait que des fois, ça a changé un petit peu la donne, je trouve, en termes narratifs. Mais dans les premières saisons, c'était vraiment délicieux. Très bonne série. Si on aime le médiéval ou le politique, ça vaut la peine. Donc, dans cette émission-là, beaucoup de revirements de situation inattendus, beaucoup de morts aussi. Il y a un événement en particulier qui a été très intense dans l'épisode The Reigns of Castamere, où le personnage de Walder Frey invite les Stark chez eux et où il y a un incroyable revirement de situation. Il n'y aura pas de spoiler dans mon podcast, mais par contre, je vais te demander de me nommer l'événement en question associé à ça. Il y a vraiment un événement très particulier qui s'est passé. Je te demande pas de nommer qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement-là, seulement le nom de l'événement associé à l'épisode. Alors, je le répète, c'est dans l'épisode The Reigns of Castamere. C'est probablement un des épisodes où le revirement de situation est le plus intense dans Game of Thrones, qui est assez associé à des revirements intenses. Là. Comment s'appelle cet épisode-là où Walder Frey reçoit les Stark? Comment s'appelle l'épisode? L'événement. L'événement, le type générique d'événement? Ouais, je vais demander même peut-être un petit peu plus de précision. Il y a vraiment un nom d'événement assez classique là, qu'on cherche à... Ben en fait, j'ai peur de spoiler en même temps, là, mais c'est un mariage dans lequel il y a beaucoup de meurtres. Je vais le donner, je vais être smart. C'est le Red Wedding, techniquement, qui était le nom exact. Red Wedding. Mariage, je vais l'accepter, je vais être généreux. Les noces pourpres dans le titre en anglais. Effectivement, beaucoup de morts, on le spoilera pas, mais c'est quand même un peu logique là, que ce soit ça le revirement de situation. Voilà, donc effectivement. Et c'est intéressant de savoir, parlant des morts, justement, ça a été largement diffusé, puis le monde, tu sais, souvent, il y a beaucoup de Stark qui meurent dans les séries en général. C'est des personnages que les gens sont attachés. Les gens se demandaient souvent quand est-ce que George R.R. Martin allait sortir d'autres livres, et souvent sa réponse était Every time I get asked when will the next book be finished, I kill a Stark. Donc vraiment, lui-même menaçait ses fans de genre, arrêtez de m'achaler avec ça, sinon je tue vos personnages préférés. Ça serait jamais fini, en fait, là, cette série littéraire-là. Littéraire, malheureusement, je pense pas, parce que son état de santé se détériore, lui-même a de la misère. Je pense qu'il a abandonné, là. Il y a trop de pression. Beaucoup de pression des fans, malheureusement. Mais c'est parce que c'était très bon à la base. Oui. Je te le donne, mariage, on va l'accepter. J'ai été généreux. Je l'ai écouté, ça aussi. Ah oui, tu l'as écouté, je te crois. On passe à secondaire 2, Francis. Une autre émission très populaire qui a marqué toute une génération dans les années 90-2000, c'est la sitcom Friends. Hein? Donc, même dernièrement, c'est réécouté quand même. On suit des amis qui, pour la plupart, ont des jobs ordinaires, mais qui peuvent quand même habiter dans des appartements new-yorkais hors de prix. Hein? Et ces amis-là vont souvent chiller dans un café emblématique. Hein? Donc, ce que je trouve qui est très caractéristique pour Friends, d'ailleurs, ce café-là. Ma question, quel est le nom de ce café new-yorkais où les personnages de Friends vont chiller? Hein? Alors, je vais saluer ma blonde qui m'a initié à la série. Et ce café-là est partout sur les tasses chez nous. Ah oui, c'est vrai ça. Ah, ça t'aide un peu quand même. Hein? Oui. ça devrait aller. Ça peut être tough, ceci dit, un bon indice pour les gens à la maison, c'est un café new-yorkais. Encore une fois, c'est tough à guesser par contre, mais une inspiration new-yorkaise. Petit jeu de mots, là, new-yorkais, là-dedans. Effectivement. C'est le Central Perk.
Central Perk, effectivement, qu'on cherchait, où plusieurs donc de ces amis-là se retrouvent constamment. Plusieurs considèrent qu'il s'agit d'ailleurs de la meilleure sitcom de tous les temps. Moi, je vais t'avouer que je l'ai écouté un peu sur le tard. Puis en dehors des trucs qui sont des fois un peu grossophobes ou qui ont mal vieilli, j'ai trouvé que les rires en canne et compagnie, des fois c'est un petit peu vieillot, malheureusement. Ceci dit, je peux comprendre l'influence que ça peut avoir. Là. Moi, c'est ma blonde qui tripait là-dessus, qui me l'a fait écouter. Fait que c'est sûr que écouter quelque chose avec quelqu'un qui tripe dessus, ça magnifie l'amour. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'écouter une fois. Je sais pas si je vais le réécouter. C'est ça. Tu vois, j'ai essayé de la réécouter des fois par épisode ou des trucs, là, puis j'ai rapidement abandonné. Là. Ouais, je comprends. Mais ça peut être une belle ride. Si vous l'avez jamais vu, ça vaut la peine. Ouais. On passe en secondaire 3, Francis, tu as déjà 2 points dans ta petite poche. Francis, donc on quitte l'univers des séries télé cette fois-ci. Je vais plus au niveau de l'histoire de la télévision. C'est une histoire qui est très intéressante parce qu'évidemment, ça a complètement changé nos mœurs de société. Avant, on allait dans des spectacles publics comme le théâtre, l'orchestre, même le cinéma, c'était public. Puis là, finalement, maintenant, on pouvait avoir la diffusion en privé dans notre maison. La télé en noir et blanc faisait la job, mais ce qui a amené une énorme popularité à la télévision, c'est l'arrivée de la couleur. Hein? Et donc ma question, durant quelle décennie le premier téléviseur couleur américain a-t-il été commercialisé? C'est un modèle qui a été fabriqué par la société RCA. Alors, je le répète, durant quelle décennie, hein? Donc seulement une décennie, l'arrivée donc de la télé en couleur est arrivée donc aux États-Unis. C'est un modèle fabriqué par la société RCA et il n'y a pas de pogne ici là. Ça s'est pas fait mettons dans une année 0 ou 1 là. Tu sais, c'est quand même à peu près en milieu de décennie. C'est un petit indice que je peux te donner là qui fait que ça peut circonscrire ta décision. Ok. Bonne question. L'histoire, je me mêle parfois dans les dates. Comme ça, pardon. J'hésiterais entre 60 et 70. Je vais dire 60. Et malheureusement, c'était plutôt les années 50, Francis, en 1954. Bon, c'est sûr que comme tout appareil qui arrive sur le marché technologique de même, ça a pris un petit peu de temps avant d'être popularisé. Mais aux États-Unis, on pouvait écouter Superman dans les années 50 sur une télé couleur. C'était possible. Au Canada, au Québec, par contre, on va devoir attendre les années 60. Donc, plus 1966, avant que la télé publique va diffuser des émissions en couleur. Ça va être, entre autres, la soirée du hockey, les belles histoires des pays d'en haut, qui vont être les premières émissions diffusées. Et aussi, on va pouvoir découvrir les reportages de l'Expo 67 en primeur un an plus tard. C'est ça, je me souvenais de mes souvenirs des années 60. Oui, c'est ça le problème. Ton classique années 60 à toi, effectivement. Alors, effectivement, années 50 pour le point ici. On passe en secondaire 4, Francis. T'as encore 2 questions pour te rattraper. Une série récente qui a eu un grand succès durant la pandémie, toujours, c'est Squid Games. Hein? Donc, au moment où on a capté l'épisode, il y a même eu une vraie télé-réalité. Là, que je parle au moins où on capte l'épisode ici de podcast. Là, parce que vous écoutez peut-être dans 5 ans. Là, il y a eu une saison 2, il y a eu même une télé-réalité là, qui est sortie par la suite. Bon, dans Squid Games, les participants sont amenés à faire des épreuves et à s'éliminer littéralement les uns les autres. Il y a une des épreuves qui a beaucoup marqué, c'est celle du dalgona, qui est un biscuit que les joueurs devaient sculpter à l'aide d'une aiguille. Hein? Donc ça, c'est un épisode particulier. Je sais pas si tu t'en souviens. Je l'ai pas écouté. Ah, t'as pas écouté Squid Games? Non. Ta question sur ça va être compliqué. Très difficile. Alors, c'est une série quand même marquante. C'est pour ça que j'ai décidé d'y aller là-dedans. Ça va être top pour toi. Je te demande, donc dans la première saison de Squid Games, on avait un total de 4 formes potentielles à sculpter dans ces différents trucs-là. Peux-tu me nommer 3 des 4 formes associées à ces dalgomas? Je suis en mode doctorat en ce moment. Je suis prêt. Les formes. 3 formes possibles, encore une fois ici même, à nommer. Je le répète, dans les fameux dalgomas, qui sont des biscuits finalement en sucre. Ok, fait qu'il fallait sculpter des formes dedans. Ouais, il y avait une forme en 3D ou en 2D? C'est-à-dire que dans le fond, pour t'expliquer un petit peu, là, le biscuit comme tel est un biscuit mince sur lequel une forme avait été préalablement un peu formée, si tu veux. Et à l'aide d'une aiguille, il fallait qu'il réussisse à isoler cette forme-là en faisant, dans le fond, en détruisant les parois, finalement, le contour de la forme, pour avoir la forme, finalement, défaite sans la briser. Il faut que j'en nomme combien? 3 formes sur 4. Évidemment, certaines beaucoup plus difficiles que d'autres, d'où le punch narratif de l'histoire. Là. Ah, ok. Ouais. Bon, ben, un cœur, une étoile et la paix dans le monde. Ah, ouais, cette belle forme, effectivement, magnifique. Non, on avait donc le cercle, le triangle, l'étoile et le parapluie à la toute fin, qui était la plus difficile à faire. Mais effectivement, je t'encourage quand même à le voir. C'est une bonne série. La première saison, ça vaut vraiment la peine. C'est intéressant aussi de savoir que ce jeu-là, le dalgoma, bon, pour toi, tu vois un peu mal ce que c'est, mais pour ceux qui voient ce que c'est un biscuit au toffee qui était fait dans le temps en Corée pour de vrai. Et d'ailleurs, l'entièreté des jeux de Squid Games sont des jeux qui étaient des jeux d'enfants coréens. Faut savoir qu'après la guerre de Corée dans les
les années 50, le pays était très pauvre. Alors, beaucoup de vendeurs dans les rues vendaient ces petits biscuits-là sucrés que les enfants allaient acheter. Et s'ils étaient capables de faire la forme avec l'aiguille, pour de vrai, ils recevaient un autre petit morceau de biscuit. C'était quand même cher le sucre, mais il y avait cette récompense-là finalement. C'est un peu un jeu il y avait un effet ludique à travers tout ça. Exactement. La majorité des jeux dans Squid Game, d'ailleurs, sont des vrais jeux là, de récréation coréens. Mais qu'ils puissent obtenir une autre sucrerie avec tout ça, c'est quand même comique. Ouais, c'est très cool, effectivement. C'est comique, on espère que d'ailleurs tu vas pouvoir avoir ton secondaire 5 parlant de. Ça, c'est moins comique. Ça, ce serait moins comique un petit peu. On poursuit avec la prochaine à l'instant même. Je pense que ça devrait bien aller, ça, pour ton secondaire. Star Trek. Pardon? Star Trek. Non, je veux avec une autre émission que t'aimes beaucoup. Survivor. C'est clairement donc une des téléréalités les plus populaires du monde. Je quitte le monde de la série télé, mais je vais quand même dans quelque chose de commun, donc la télé-réalité. Beaucoup d'adaptations partout sur la planète, encore une fois, de Survivor. On envoie des gens isolés dans un lieu difficile, et isolés. Ils doivent survivre en équipe, gagner des challenges, etc. Ça a même pogné au Québec. On a eu une adaptation au Québec. Donc, ma question. Combien de jours les participants à Survivor vont-ils s'isoler pour avoir la chance de remporter 1 million de dollars? Ici, je vais être généreux, mais par contre, je vais avoir besoin d'une précision. Je vais accepter plusieurs réponses. Je vais accepter le nombre de jours avant la COVID. Je vais accepter le nombre de jours après la COVID. Et je vais accepter également le nombre de jours dans l'émission québécoise. Je le répète, on cherche le nombre de jours que les participants de Survivor doivent aller, évidemment, à l'émission pour remporter le million de dollars, c'est-à-dire être le dernier survivant, finalement, là, dans l'île ou le lieu isolé. Et il y a quand même des réponses différentes. C'est-à-dire qu'avant la COVID, c'était toujours le même nombre de jours. Après la COVID, c'était toujours le même nombre de jours. Et au Québec, on cherche également l'option. Donc, je vais accepter une des trois journées potentielles. Excellente question. Je vais peut-être la rater, mais sache que c'est un de mes fantasmes depuis longtemps. J'aimerais ça faire un quiz entièrement sur Survivor. Ah oui, un quiz de Survivor. Ouais, ça, c'est très niche. Il faut voir, c'est pour les fans. Oui, effectivement, je sais que ça a changé. Je pense qu'avant la COVID, c'était 39 jours. 39 jours, Francis. Ce qui te permet d'avoir ton secondaire. Effectivement, après la COVID, pour le fun? Je dirais 32 ou 33. 26 jours. Ah, ouais, donc, sensiblement réduit. On parle du 2/3, finalement, là, du nombre de jours. C'est quand même pas pire. Au Québec, ça, je sais vraiment pas. 30? Écoute, je sais pas si c'est des enjeux de faisabilité ou peut-être de diffusion parce qu'on diffuse plus d'épisodes. C'est 44 jours la première saison et 42 la deuxième. Ah, ok. Donc des dates différentes. Okay. Alors, si vous avez dit 39 jours, 26, 44 ou 42, vous avez le point. On va être smart de même, gentil comme ça. Alors, c'est des nombres de jours, évidemment, à survivre. Alors, félicitations, Francis, tu as réussi ton secondaire. C'est juste que j'avais la voix de Jeff Probst dans ma tête qui est comme 39 days! Ah ouais, c'est ça. Moi, j'ai écouté ça dernièrement, Survivor, Francis. Hein? Ouais. C'est toi qui m'as fait pas mal découvrir ça. J'ai pogné la piqûre pendant la pandémie. Ah, c'est tellement bon, pour vrai. C'est excellent. Il y a des très bonnes saisons. On vous divulgage rien du tout, mais il y a des vraiment... peut-être, mettons, pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient commencer, c'est quoi les saisons à écouter? Commencer par la 7. La saison 7. Hein, la 7, c'est elle qui donne la piqûre. Et non seulement... elle donne la piqûre dans les 10 premières minutes. T'es tout de suite dans l'action. Le concept est incroyable de la 7. C'est une saison mémorable. Après ça, si vous aimez vraiment ça, je suggère de retourner à la 1 si vous voulez vous taper toute l'aventure. Ouais. Sinon, la 13, c'est une autre bonne saison aussi pour se mettre en appétit. Donc, 7, 1 et 13. Notez ça, la gang, si vous connaissez pas ça. La 1 n'est pas exceptionnelle, mais est intéressante vraiment dans le début du gameplay. Le monde doit être vraiment poche à jouer, en fait. Oui, en fait, il y en a juste un qui joue. C'est fou, hein? C'est ça. Ouais. Écoute, félicitations, Francis. On va passer à la prochaine étape, le cégep. Cégep, donc cette section en 3 questions différentes. Ceci dit, des questions un petit peu plus chargées. On se met dans la peau d'un étudiant de cégep qui va devoir aller à différents cours, qui parlent ici de télévision, mais adaptés. Alors peut-être un cours de géo, un cours de musique, un cours peu importe d'histoire sur l'univers de la télévision. Alors un prof différent qui va parler de son sujet à chaque fois. Et ça va te prendre 2 questions sur 3 réussies pour pouvoir passer ton cégep. Excellent. T'es prêt? On s'en va avec la première question. Premier cours, on y va en histoire et civilisation, Francis. Parfait. Pour la télé. Donc, les séries télé s'inspirent souvent de moments historiques importants, de groupes, de personnes historiques. Parfois, ça va même être romancé, mais d'autres fois, ça va quand même rester très documentaire. Ça peut arriver également. Donc, je te donne ici la description d'un total de 4 moments historiques ou personnalités historiques ou phénomènes historiques, peu importe, qui ont réellement existé et tu dois me les nommer. Et en fait, c'est exactement le nom d'une série
série précise. Ah, ok. Fait que on cherche vraiment le nom d'une série. Ce nom de série-là, finalement, va être associé à la description historique que j'en fais. Ok. Alors, ça peut être évidemment de quoi qui est associé directement au contenu de la série. D'autres fois, pas du tout. Parfait. T'es prêt? Oui. Alors, on évoque la première. En A. Un gang criminel basé à Birmingham, en Angleterre, vers la fin du 19e siècle. Ils étaient composés majoritairement de jeunes hors-la-loi pauvres. Alors, je le répète, on cherche le nom d'une série télé. Un gang criminel basé à Birmingham, en Angleterre, vers la fin du 19e siècle. Ils étaient majoritairement composés de jeunes hors-la-loi pauvres. Ouais, pas facile, hein? Ouais. Écoute, je vais essayer Peaky Blinders. Les Peaky Blinders, effectivement. Donc, on romance énormément là, à travers tout ça. Il y a certains personnages qui, techniquement, historiquement, auraient déjà vécu, là, mais majoritairement, c'est de la fiction, là, la série en tant que telle. Mais les Peaky Blinders, effectivement, un nom qui a bien existé, un gang de l'Angleterre. Excellent. Déjà un point. Yeah. On passe à la prochaine description. On a un total de 4. Je précise 3 bonnes réponses sur 4 pour pouvoir passer ce cours-là. Alors, en B, le nom d'une centrale nucléaire d'Ukraine à 3 km de Pripyat, elle est associée à l'une des plus graves catastrophes nucléaires survenues à ce jour. Encore une fois, on cherche le nom d'une série qui est associée à ça. Donc, le nom d'une centrale nucléaire d'Ukraine. Celle-là, je l'ai écoutée. Oui, très bonne série. Oui, très bonne série. Quand c'est court, ça m'appelle aussi. Quand il y a une finalité qui est déjà là. Je te comprends. Les séries courtes, en général, moi aussi, c'est mes préférées. Ouais. Puis j'aime bien ça, justement, quand il n'y a pas de suite. C'est-à-dire, Ouais. c'est 8 épisodes, c'était pensé comme ça. Oui. Et tu cherchais ici? Tchernobyl 2. Oui, c'est ça, j'allais dire. C'est Tchernobyl. Ça aurait été difficile de faire une saison 2 de Tchernobyl. Alors, on le souhaite, là. Peut-être qu'il va y avoir des avancées. Ce sera peut-être dans le futur qu'on le verra. Prochain élément historique. En C. Première grande ville du sud des États-Unis à élire un maire noir, Maynard Jackson. Et dans cette ville-là, Martin Luther King, père et fils, y ont également été pasteurs. Je le répète, on cherche le nom d'une grande ville du sud des États-Unis. C'est la première à élire un maire noir du nom de Maynard Jackson. Et Martin Luther King, père et fils, ont été pasteurs dans cette ville-là. Quel est le nom de la ville? Wow. Et c'est le nom d'une série, Ça, encore une fois, également. Ouais, ça, j'aimerais ça y penser vraiment plus longtemps. Parce que, bon, je sais que Selma, c'est lié à tout ça, mais c'est un film. Je me souviens pas qu'il y a eu une série là-dessus. Sinon, tu as insisté sur Grande Ville Ouais, du c'est une grande ville du Sud. sud, quand même. Ouais. Donc, je vais essayer Atlanta. Atlanta, c'est le nom d'une série très bonne d'ailleurs, une très bonne série Ah que ouais? je recommande fortement. J'ai jamais Oui. entendu parler. Ah, le de ça. Donald Glover qui est associé à ça, Atlanta. Ah ouais, ok. Absolument. Toi, t'as vu ça? Non, je l'ai pas vu, mais Ok. c'est vraiment dans les tops de séries. Là. Pour Ok, avoir ok. fait des quiz de séries télé dans la vie, là, Ouais, c'est vraiment ouais. une série qui revient souvent. C'est sur ma bucket list. Là, Ok. à écouter. Ok, Ça a eu beaucoup de prix et distinctions aussi, là, Atlanta. Ah. On cherchait. Bravo! Alors, Cool. 3 déjà C'est fait. passé. Je vais y aller avec la 4e description Ouais. pour toi. On cherche ici un gladiateur d'origine thrace qui est à l'origine de la 3e guerre servile. Donc, c'est un important soulèvement d'esclaves contre la République romaine à l'époque, entre 73 et 71 avant Jésus-Christ. Je On cherche répète, le nom du gladiateur? le nom du gladiateur d'origine thrace. Et lui, il est à l'origine du soulèvement d'esclaves contre la République romaine entre 73 et 71 avant Jésus-Christ. Et encore une fois, c'est le nom ici d'une série télé. Ok. Je pense que ça peut se déduire Ouais, par guess. C'est Spartacus? C'est Spartacus, effectivement, qu'on cherchait. Je le savais même pas moi-même. En fait, j'ai jamais écouté la série. Je l'ai appris en faisant la recherche. Ben, je l'ai pas écouté, mais j'ai écté le film de Stanley Kubrick. Tu vois, ça peut Hein? t'aider Le déjà. cinéma, il m'a aidé. 4 sur 4, Francis, félicitations. Merci. Déjà un cours en banque ici C'est pour fait. toi. Pas pire quand même, ça. T'as Ben oui. une couple de petites points qui Écoute, auraient pu être corsées. Mon but, c'est de tout réussir à part mon primaire, là, maintenant. Tu y vas, go for it. On passe en deuxième année, je passe au prochain cours, Francis. On s'en va en formation en cuisine et gastronomie offert à l'ITHQ, formation collégiale. On les salue souvent, l'ITHQ. On est-tu sponsorisé par eux? On dirait, hein? Mais c'est parce que c'est tellement le fun d'aller Ouais, dans le oui, monde c'est culinaire. Alors, Francis, tu connais ma grande passion pour la bouffe, hein? Oui. Notamment on en parle dans certains podcasts. Là. Je me suis dit que j'allais aborder la prochaine question du point de vue cuisine en te demandant des plats. Je te présente donc un cours descriptif de plats ou de produits culinaires, ainsi qu'un moment clé d'une série télévisée. Tu dois me nommer le plat en question. Donc, je cherche tout simplement des plats ou des produits culinaires, mais je vais quand même te les associer à une scène d'une série télé connue. Parfait. On va avoir un total de 5 descriptions ici. Je vais avoir besoin d'un total de 4 bonnes descriptions pour l'avoir. 4 sur 5. On est un peu plus corsé. 4 sur 5. Peut-être. Pas fin. T'es prêt? Ouais. Alors en A, c'est un plat traditionnel italien qui, dans Breaking Bad, sera lancé par Walter White sur le toit de sa maison dans un élan de colère. Je le répète,
un plat traditionnel italien qui, dans Breaking Bad, va être lancé par Walter White, donc le personnage principal, sur le toit de sa maison dans un élan de colère. Quel est le plat? Alors, je savais que tu allais aller là à un moment donné. Je n'ai pas vu Breaking Bad. Ah, c'est pas vrai! Sache-le. Ah, mais je sais la scène. J'ai déjà vu des images de cette scène-là. Ouais. Donc, c'est la pizza. C'est de la pizza, effectivement. Antonio Pizza. Intéressant de savoir qu'ici, c'était pas prévu que la pizza reste sur le toit. C'était ouais? un élan de rage qui a fait que la pizza est restée là. Puis ça a été comme un peu gardé. C'est tellement emblématique d'avoir une pizza qui fond sur le toit de sa maison. Ah, il l'enlève pas? Il l'enlève jamais? Non, je pense qu'il y a même un épisode par la suite où on voit qu'elle est encore là. Oh my God. Peut-être que je me mélange. Là. Je t'encourage à voir Breaking Bad. Oui, c'est sur ma liste. Franchement, dans les meilleures séries à vie. Encore bon d'ailleurs. Fait que ça vaut la peine. On passe en B. On cherche toujours un produit alimentaire. Donc, un produit associé au déjeuner, dont le nom est également la marque commerciale. Hein? Et c'est un des plats préférés des Gilmore Girls. Lorelai va même décrire la saveur comme ayant un goût de liberté, de rébellion et d'indépendance. Alors, je le répète, c'est un produit associé au déjeuner, dont le nom est également la marque commerciale. Et Lorelai, dans les Gilmore Girls, va décrire la saveur comme ayant un goût de liberté, de rébellion et d'indépendance. Quel est ce produit alimentaire? Alors évidemment, ici, je le dis, on n'est pas dans un plat cuisiné, hein, c'est un produit alimentaire. Qui est Oh acheté mon tel quel. Dieu! Ça, ma blonde l'écoute aussi. Hein? Maman, j'ai-tu écouté ça? J'ai pas écouté ça. Un produit qui est le nom de la marque. On cherche le nom de marque. Là, Ouais, fond, exact. à travers On cherche ça. un nom de marque. Associé au déjeuner. C'est pas mal fini, je vais te laisser 2, 1. Qui est bon! Nesquik! Nesquik! Malheureusement pas. Il s'agit ici même d'une Pop-Tarts. Pop-Tarts. Ah ouais, ils mangent des Pop-Tarts. Ouais, ils mangent des Pop-Tarts. C'est comme leur déjeuner. Ça goûte pas la liberté. Ça- J'ai goûté. Ça goûte un peu le chimique puis la vieille pâte. La liberté n'est pas une marque de Pop-Tart. Oh, c'est beau ça, j'ai aimé ça. Hey, on passe en C, Francis, il faut que tu les aies toutes. Un plat originaire du sud des États-Unis qui est également la recette fétiche de Kevin Malone dans The Office. Alors, je le répète, un plat originaire du sud des États-Unis, c'est également la recette fétiche de Kevin Malone, un personnage évidemment important dans The Office. Écoute, j'ai l'impression que même si t'as pas vu The Office, c'est quand même une Je l'ai scène vu. emblématique. Tu l'as vu, The Je Office? l'ai vu. T'as ça, Ouais, puis toi? c'est un meme aussi qui C'est un revient meme souvent assez partout. classique, ouais. Le chili. Ben oui, c'est la recette de chili à Kevin Malone. Ouais. On passe en D maintenant. Une recette familiale de la famille de Michael et Carmy dans la série télévisée The Bear que le chef va manger à la fin de la saison 1. Alors, je le répète, une recette familiale de la famille de Michael et Carney dans la série télévisée The Bear que le chef va manger à la fin de la saison 1. C'est d'ailleurs une énorme twist, hein, ici même, à la fin de la saison 1. C'est la twist finale. Ah oui, ok. Et c'est d'ailleurs, évidemment, un plat classique de famille. Ouais, je l'ai écouté, puis honnêtement, j'étais comme ça n'a pas rapport. Quand tu m'as dit la twist, je fais ah oui, ok. Ça t'a ramené. C'est le spaghetti. Oui, une sauce à spaghetti hein, Ouais. ou un spaghetti tout simplement. Alors évidemment, alors, je donnerai pas la twist. Non, Ouais. je vais rester gentil. On pas de Ouais, spoiler. non, c'est bon. Ceci dit, écoutez The Bear, je pense que ça Ouais. vaut vraiment la peine, surtout les premières saisons. Ouais. On passe en E maintenant. Francis, il faut que tu l'ailles pour avoir ton cégep. Ouais. C'est un type de plat vendu dans un stand visité par Jerry, George et Elaine dans Seinfeld. Le vendeur étant particulièrement psychorigide dans cet épisode emblématique de la série télévisée. Je le répète, un type de plat vendu dans un stand visité par Jerry, George et Elaine dans Seinfeld. Et le vendeur, dans cet épisode-là là, particulièrement, est psychorigide là, sur sa recette, sur sa gestion de son produit. C'est vraiment un type de produit qu'on cherche ici. Ok. Ça, j'ai écouté genre 2 saisons environ. J'ai décroché en cours de route, même si c'était pas mauvais, là, c'était intéressant. C'est un peu vieux quand même, de nos Quand jours. même un peu. Ouais. Écoute, un stand, c'est soit hot dog ou bretzel, on dirait, ou taco. Ça serait, hot dog. Malheureusement pas, c'était pas un hot dog, c'était un stand de soupe. Un espèce... Soupe? Ouais! L'épisode de soupe nazie. Alors, c'est un vendeur de plein de soupes différentes. J'ai déjà entendu évidemment. ça. De soupe nazie, c'est un des gros épisodes Ouais. de Seinfeld. Bon, j'ai été avec la plug de Seinfeld là-dessus. Ouais. Avec cet épisode-là, c'est sûr que c'est une série un peu plus vieille. Je me suis dit, si le monde l'ont vu, ils s'en souviennent. Non, mais effectivement. soupe nazie, c'est pas la première fois que j'entends parler de ça. C'était quand même tough, ceci dit. Je pense qu'il y en avait 3 faciles, les 2 autres plus tough. Alors, c'est pour ça que mon 4 sur 5, il est difficile. Ouais. J'ai décidé d'aller là pareil. Félicitations. Peut-être un petit complément d'information pour toi, Francis. La Pop-Tart, selon l'Office de langue française, s'appelle la grillardise. Hey,
J'ai appris ça en faisant mes recherches. C'est une grillardise. Mais c'est ça qui servent à Valleyfield. Ah oui, mais c'est pas des grillards. Non, c'est c'est la grillardise. Puis honnêtement, c'est le vrai nom pour une Pop-Tart. Mais y a-tu d'autres marques qui font ça? Oui, il y a des marques style marque maison du Maxi ou tout ça. Là, mais, parfait. Bon, on encourage le monde, surtout avec les tarifs américains. Là. Achetez vos grillardises locales. Achetez pas de grillardise, c'est pas bon. Faites vos grillardises maison, peut-être. Oui, c'est ça. Pas de sucre. Question numéro 3, Francis. On passe à la dernière question de cégep. Faut que tu l'ailles pour réussir, évidemment, ici. Je suis content qu'on ait parlé de conditionnement physique dans ton podcast à toi. On va parler d'éducation physique cette fois-ci. Parfait. Évidemment, lorsqu'on parle de télévision, j'ai pas le choix de parler de sport, hein, Francis. Les sportifs, c'est quand même... le sport en général, là, c'est quand même un truc qui est important pour la diffusion. Alors, pour ma troisième question de cégep, je te présente des descriptions d'événements sportifs majeurs avec des records d'audience. J'ai besoin que tu me nommes l'événement en question. Okay. Je vais être quand même généreux. Si tu me donnes généralement ce que c'est, j'ai pas besoin nécessairement du lieu exact ou de la date, mais je veux quand même une bonne description. Donc, sois le plus précis que tu peux. Alors, un total de 3 bonnes réponses sur 4 pour pouvoir passer. En A, selon plusieurs sources, c'est l'événement qui aura été le plus écouté de toute l'histoire en cumul de journées. Le match entre la France et l'Argentine en 2022 a eu plus de 1,5 milliard d'écoutes à lui seul. Je le répète, selon plusieurs sources, c'est l'événement qui aura été le plus écouté de l'histoire en cumul. On parle de 1,5 milliard d'écoutes pour le match entre la France et l'Argentine en 2022. Alors, selon les seuls indices que je te donne, quel est l'événement associé? La Coupe du Monde? Coupe du Monde, effectivement, ça a eu lieu au Qatar en 2022. Et encore une fois, à ce jour, là, c'est vraiment l'événement le plus gros. En général, quand on calcule les codes d'écoute là, pour des événements, on cumule la totalité des matchs entre eux. Fait que, évidemment, quand on parle de Coupe du Monde, ça a même été jusqu'à plusieurs dizaines de milliards d'écoutes juste pour la Coupe du Monde. Mais la finale en tant que telle, 1,5, c'est quand même assez important. Oui. Okay. C'est impressionnant. Alors, premier point. En B, édition du Super Bowl la plus écoutée. Avec 127,7 millions d'auditeurs estimés, on a pu voir s'affronter les Eagles de Philadelphie contre les Chiefs de Kansas City. Alors, je le répète, c'est l'édition du Super Bowl la plus écoutée avec 127,7 millions d'auditeurs estimés. On a pu voir ici donc les Eagles de Philadelphie contre les Chiefs de Kansas City. Quelle est cette édition? Là. J'ai pas besoin d'avoir le numéro. Non, c'est ça, tu veux l'année. Ouais, l'année, ça va être bon. L'année de ça. Je pense que c'était 2022 ou 2023. 2023. 2023? C'est 2022. Eh ben, c'était cette édition-ci, c'était le Super Bowl de 2024. Oh non! Oui, évidemment, les Eagles de Philadelphie contre les Chiefs de Kansas City. C'était l'édition actuelle là, qu'on vient. Mais il y a eu une autre finale, si je me trompe pas, Philadelphie contre Kansas City il y a 3 ans. Ah oui, ça se peut-tu? Ah, peut-être ça, j'avoue que je suis pas assez fan de football pour te le dire. Mais le record d'audience, c'est bel et bien celle-ci en 2024. Ah ouais? Qui était là. Ben, j'ai pas écouté celle-ci, fait que je me suis dit, elle doit pas être écoutée. Ça doit pas être écouté. Ah, non, très très écouté, effectivement, le record d'audience. Okay. Écoute, c'est pas grave, je pensais que ma question était facile. Ah non, elle est facile. Elle est facile. En C, un événement sportif le plus écouté au Canada de tous les temps. 16,67 millions d'auditeurs. Il implique un match de hockey entre le Canada et les États-Unis. Alors, je le répète, l'événement sportif le plus écouté au Canada de tous les temps. 16,67 millions d'auditeurs. Ça implique un match de hockey entre le Canada et les États-Unis. Alors, je cherche évidemment un événement précis. Je pense que ça peut se trouver en général. Les Jeux Olympiques de Vancouver? Les Jeux Olympiques de Vancouver, effectivement, donc en 2010, c'était la finale de hockey masculin à ce moment-là. Et le Canada avait remporté la médaille d'or. C'est de loin, là, au niveau sportif, en fait, toute émission confondue, la cote d'écoute la plus grande au Canada. On passe maintenant en D, dernier. Tournoi qui a duré plus d'1 mois. On parle du 5 octobre au 19 novembre 2023 en Inde et où l'Australie a gagné contre l'Inde. L'événement complet a engendré plus de 2,6 milliards d'écoutes. Alors, quel est cet événement-là? Je le répète, c'est un tournoi qui a duré plus d'1 mois, 5 octobre au 19 novembre 2023 en Inde. Hein? Et l'Australie a gagné contre l'Inde à ce moment-là. L'événement complet, 2,6 milliards d'écoutes. Quel est cet événement-là? Et c'est d'ailleurs d'année en année le tournoi qui a le plus de codes d'écoute. C'est un bon indice. Ouais. Ah, ça m'échappe. Ça m'échappe malheureusement. Tu fais-tu un guess générique?
Four Cups. Les Four Cups. Malheureusement pas. C'était la Coupe du monde de cricket, tout simplement. Ah non, Coupe du pas monde de de cricket même. qu'on cherchait. Aussi simple que Je ça. pensais qu'elle avait un nom précis. Non, c'est effectivement. Tu m'aurais donné le sport, je pense que j'aurais été numéro 1. non, ben voyons donc. Tu l'aurais-tu eu? T'aurais eu cricket? Ben oui, je savais que c'était cricket, mais là, Four Cups, j'étais comme... Écoute, je sais pas si ça s'appelle Four Cups. Non, c'est pas ça. Là. Ouais, Ça, c'est ouais. que c'est Four Arts, je pense que c'est le nom de la compétition de curling. Ah, ok, C'est pour ça ouais. que j'étais ailleurs, mais... Alors malheureusement, Ouais. oui, c'est Coupe du monde de cricket. Écoute, à un cricket, il fallait que ça soit plus médiatisé, hein. Fait que c'est évidemment un sport très médiatisé ailleurs dans le monde. En Occident, on écoute très peu ça, quoique au Royaume-Uni un peu plus, là, mais vraiment pas en Amérique du Nord. Le cricket, probablement dans les sports les plus médiatisés au monde. Au lieu de répondre cricket, j'aurais dû répondre... Et bien, sur cette bonne blague, on te félicite quand même pour ta participation, Sergio. Bien participé, bébé. Bien participé, Francis. Hey, dernière section, on est maintenant rendu à la 4e, c'est-à-dire... Bienvenue à l'université. Le monde universitaire, Francis. Est-ce que t'es prêt, mon chum? Je suis prêt pour mon objectif de bac. Ton objectif de bac qui Qui va était peut-être se échoué. remplir. C'est pas facile, encore une fois, le monde de la télé, c'est Oui, large, oui. hein, fait que ça se peut qu'on échoue à plusieurs endroits. Trois mini-sections à l'université. Donc, on commence avec Ouais. le bac, qui est 3 questions. Par la suite, la maîtrise, une question unique. Doctorat, une question unique également. On commence avec le bac. C'est 3 questions, Francis. Les 2 premières questions, les réponses seront des indices que tu pourras garder dans ta petite poche arrière pour pouvoir trouver ma 3e question finalement, qui a un peu un lien avec les 2 premières questions finalement. Pour avoir réussi ton bac, j'ai besoin que tu réussisses un des 2 indices que je vais avoir, donc une des 2 premières questions, ainsi que la réponse finale, la question numéro 3. T'es prêt? Magnifique. On commence avec la question numéro 1, première année de baccalauréat. Alors, pour ma première question de bac, je vais avec une formule que j'ai déjà utilisée là, dans le passé, c'est-à-dire que je vais te demander de me dire ce qui relie des éléments, Ah, oui. les œufs, les J'aime ors. ça quand tu fais ça. Moi, j'aime bien ça, c'est C'est le une fun. bonne idée. Qu'est-ce qui relie ces choses-là? Alors, je te nomme 4 personnages de séries télé différentes et tu dois me dire ce qui les relie les unes aux autres. Tu m'as entendu les unes aux autres, ce sont ici des femmes. Donc, ce qui les relie, c'est pas que ce sont des femmes, Ok. mais effectivement, c'en est ici. 4 personnalités féminines. Je te demande qu'est-ce qui les relie. Alors, Ok. voilà, c'est parti. Je te nomme la totalité. Je vais te donner 2 chronomètres pour bien répondre. Ah, pour avoir le gentil. temps. Ça va être un peu plus long. Alors, on a Santana Lopez dans Glee. Ashley Banks dans The Fresh Prince of Bel-Air. Haley James Scott dans One Tree Hill ou Les Frères Scott. Et on a également Phoebe Buffay dans Friends. Alors, je te pars le premier chrono. On a 4 personnages féminins. Je veux savoir qu'est-ce qui les relie les unes aux autres. Santana Lopez dans Glee. Ashley Banks dans The Fresh Prince of Bel-Air. Haley James Scott dans One Tree Hill ou Les Frères Scott. Et Phoebe Buffay dans Friends. Alors évidemment, il y a un élément là, qui les relie les unes aux autres. Ben, peut-être qu'à la maison, vous allez trouver d'autres affaires. Là, ceci dit, moi, il y en a vraiment un seul principal qui est assez clair. Bon, s'il y en a d'autres, évidemment, c'est pas la réponse que je cherche. Mais il y en a un qui est assez majeur qui relie tout ça. La seule que je connais, c'est Phoebe. Donc, Ok. je vais me baser sur Phoebe et ce que je connais d'elle. Ah oui, ok. Qu'est-ce qui la définit tant que ça dans tout? Elle joue de la guitare et musicienne. Je vais pas le donner malheureusement. Mm. Musicienne, c'est cruel. Elles sont chanteuses. Oh, Je vais te le donner, t'as raison. Franchement. Le monde des arts, musicienne. Ben, je vais te le donner. Ceci dit, Ok. le mot que je veux garder, C'est chanteur. Ok, parfait, Ouais. je comprends. Donc, je vais te C'est donner gentil. artiste, là. C'est vrai qu'on est dans ce monde-là. Ce serait pas fin de pas le dire parce qu'elles doivent toutes finalement jouer un peu d'un instrument. Alors, effectivement, t'as le point. Chanteuse, donc dans Glee, évidemment, Santana Lopez, c'est assez classique, là, Glee, beaucoup de chanteuses là-dedans. Dans Ashley Banks, c'est un One Hit Wonder qu'elle va faire, va même sortir un album dans le personnage Ok. dans l'émission. Ellie James Scott va partir en tournée, elle va chanter, ça va créer de la tension dans son couple. Écoute. Attends, son Et- couple, elle sort avec qui? James Scott, qui tu penses, qui a un des frères Scott? Ok, elle a pris son nom. Ah oui, mais Ok, c'est je pensais que c'était marié sa dans sœur, saison 1 ou genre. saison 2. Ah là, ouais, ok, écoute. ok. Ben ça, c'est du spoiler un peu, mais ça fait longtemps. Là, Attends, Tu sais, les frères sont Scott, ados, ça ou- te tente. Ils sont ados, mais elle s'est mariée. Ah ouais. Ah ouais, ok. Pourquoi? Pour avoir des relations sexuelles. C'était ça, les émissions américaines dans le temps, Francis. Là, j'ai l'air de triper, mais c'est parce que ma blonde s'y retape en ce moment. Ah ouais, Fait ok, que- c'est pour ça. c'est pas pire. Et Phoebe Buffay, ben oui, chante Smelly Cat, Ben entre oui. autres, et plein d'autres affaires. Alors, bien vu, effectivement. Ok. Musicien, artiste. Merci, c'est bon, gentil. je vais le donner. C'est gentil. Alors, chanteuse, c'est le mot par contre qu'il faut que tu gardes Oui. ici. On passe à la question 2 de mon baccalauréat. Pour ma deuxième question de bac, je vais fonctionner un peu de la même manière, mais cette fois-ci, je vais chercher un lieu. Donc, qu'est-ce qui relie
les différentes séries que je te nomme, c'est un lieu en tant que tel. Okay? Ok, parfait. Donc, évidemment, encore une fois, c'est ça qui est tough. Des fois, on n'a pas vu toutes les séries. J'ai essayé d'aller avec des trucs assez larges. Au moins, peut-être qu'il y a une de celles-là que vous connaissez. Donc, 3 séries télévisées. Tu me donnes le pays associé à l'action principale qui s'y déroule. Alors, For Those About to Die, Gomorrah et la 2e saison de White Lotus. Je le répète. For Those About to Die, Gomorrah et la 2e saison de The White Lotus. Encore une fois, c'est sûr que ça se peut qu'il y a des séries là-dedans que vous n'avez pas vues. Je pense que ce sont quand même des séries à succès, ceci dit, mais encore une fois, peut-être que vous allez avoir des guesses à faire. Mais ce qui me sauve encore, c'est que Gomorrah a été adapté au cinéma. Ah aussi. Ouais, c'est ça qui te sauve. Oui. C'est fou, ça. Et c'est sur la mafia italienne. Le cinéma va t'avoir souvent quelques reprises. C'est pas pire, c'est bon, ça. Oui, mais je savais que ça viendrait. Donc, on a chanteuse et on a Italie. Ce sont les 2 indices que tu as en banque. Je passe à ma 3e question. Alors, on se lance là-dessus. Tu peux garder ces indices-là. Bon, on cherche, tu l'auras deviné, hein, une série télévisée. Oui. Ce sera ça ma réponse finale pour ma 3e année de bac. Donc, tu as ces indices-là. Je cherche une série télévisée dramatique américaine diffusée entre 1999 et 2007 qui présente l'histoire d'un homme qui jongle avec le crime organisé et une très mauvaise relation avec sa famille. Je le répète. On cherche une série télévisée dramatique américaine diffusée entre 1999 et 2007 qui présente l'histoire d'un homme qui jongle avec le crime organisé et une mauvaise relation avec sa famille. Hein? T'as les indices, je le répète ici. Chanteuse et Italie. Bons indices pour les Sopranos. Les Sopranos, effectivement. Donc la chanteuse soprano, évidemment ici c'est seulement une femme qui peut être chanteuse soprano. Et évidemment l'Italie, ben, le crime organisé, c'est évidemment la mafia italienne dans le New Jersey. Les Sopranos. Et soprano est aussi un mot italien, j'ose croire. Oui, effectivement, aussi, oui, clairement d'origine italienne. Oui, sûrement, peut-être latine. Ah, italienne, ça me surprendrait pas effectivement. Bravo. Félicitations Francis. Mon primaire. Le primaire. Mon cégep. Peut-être la maîtrise va pouvoir bien aller. Dancy. On se lance avec l'avant-dernière question pour le podcast. Donc, la maîtrise, Francis. Comme d'habitude, on y va ici même avec une liste de différentes réponses à nommer. Tu vas avoir ici même un total de 7 bonnes réponses sur 10 pour passer. Parfait. Alors, le sujet, je me suis demandé quel est le sujet de ma maîtrise parce qu'on a beaucoup de séries télévisées différentes. Ma stratégie que j'ai décidé de prendre pour ça, c'est une stratégie que beaucoup de boîtes de prod vont faire pour retenir l'audience, c'est-à-dire créer des spin-offs. Hein? Okay. Alors, à la suite d'une série qui a bien pogné, parfois on va sortir une espèce de spin-off là, autour d'un personnage ou une suite d'une émission, évidemment, mais centré, évidemment, encore une fois, dans le même univers comme tel. Alors, je te présente un total de 10 spin-offs et j'ai besoin de savoir le nom de l'émission originale associée à son spin-off. Je trouvais que l'inverse est un petit peu trop tough, des fois aussi avec plusieurs versions. Donc, seulement le spin-off que je te nomme ici, tu me donnes l'émission originale. Ok, t'es prêt? Ça. Alors, je sais pas ce qui est le best, peut-être que je te nomme la totalité des spin-offs. Ouais, on va faire ça. Ouais? Je te nomme la totalité des spin-offs en back-à-back. Et par la suite, on se lance sur les réponses directement. Ah, t'es prêt? Oui. Alors, on a House of the Dragon en A. En B, À cœur battant. En C, Angel. En D, Joey. Comment? Joey. Comment t'écris ça? J-O-E-Y. Joey. J-O-E-Y. E-Y. Joey. Okay. En E, The Cleveland Show. En F, Better Call Saul. En G, Majeur et vacciné. En H, Young Sheldon. En I, Frasier. Et finalement en J, The Simpsons. Alors je te redonne encore une fois ici même les noms des séries. House of the Dragon, À cœur battant, Angel, Joey, The Cleveland Show, Better Call Saul, Majeur et vacciné, Young Sheldon, Frasier et The Simpsons. Donc on est à la maîtrise, hein? C'est vraiment corsé. Faut vraiment être un grand fan de séries télé ici même, évidemment, pour déjà en avoir vu beaucoup, mais surtout connaître les spin-offs qui sont associés. Dis-moi donc, À cœur battant et puis Majeur et vacciné, c'est en français les deux ou c'est des traductions? Non, c'est en français. Ce sont ici même des séries québécoises.
Ah, OK. Ouais, Les deux t'as sont un petit indice. Donc, à cœur battant et Majeur et vacciné, des séries québécoises. OK, parfait. Sont évidemment des spin-offs ou des émissions. C'est pas nécessairement, je le précise ici, c'est des émissions qui sont reliées. Donc, pas nécessairement tout le temps un spin-off qui est sorti après. C'est dans le même univers. Je tiens juste à le dire de même. C'est toujours des séries télé. Oui, toujours des séries OK. télé. T'es prêt? Parfait. Oui. Alors, on se lance back-à-back. Je te partirai pas le chrono à chaque fois, par contre. On va vraiment y aller réponse après réponse. Alors, House of the Dragon. Game of Thrones. Game of Thrones, effectivement. À cœur battant. Ça, c'est une bonne question. Ça doit être plus vieux, ça. Écoute, je veux dire, le cœur a ses raisons, mais c'est pas ça. Malheureusement, on cherchait ici toute la vie. Toute la vie. Encore une fois, pour écouter quand même beaucoup sa série québécoise. Ouais. Troisième émission. Angel. Buffy contre les vampires. Ou Buffy contre les vampires. The Vampire Slayer. Effectivement. C'est un spin-off qui a même sorti un moment donné en même temps que Buffy. C'était parallèlement que ça se passait. Donc voilà. On passe maintenant en D. Joey. Friends. Joey qui est d'ailleurs un des pires spin-offs, semble-t-il, qui est dégoûtant. Là, j'ai pas osé les codes d'écoute ont vraiment pas été bonnes. Puis d'ailleurs, en fait, même lui, il arrêtait pas de justifier. Ben, c'est pas Friends, là, c'est une autre émission. C'est ça. T'as 3 sur 4 à date, ça se passe bien. The Cleveland Show. Family Guy. Family Guy, effectivement. Prochaine émission, Better Call Saul. Breaking Bad. T'es à 5 sur 6, il t'en manque 2. Majeur et vacciné. Majeur et vacciné. J'ai déjà entendu ça, mais... Célibataire et nu. C'est vraiment une bonne idée. Non, Majeur et vacciné, c'est une émission québécoise qui est sortie en 96 et dans laquelle on a eu un personnage qui s'appelait Catherine, qui est devenue l'émission Catherine. Hein? Alors en fait, Catherine est davantage le spin-off finalement de cette émission-là. Je trouvais ça trop difficile par contre de l'inverser là, finalement. Là. Ouais. Majeur et vacciné, effectivement, donc est la série avant Catherine, avec Sylvie Moreau qu'on cherche. Intéressant. On poursuit avec la prochaine. Young Sheldon. Big Bang Theory. De Big Bang Theory, effectivement. Il ne te manque qu'une seule bonne réponse. Frasier, c'est la seule des deux. J'ai une chance d'avoir en plus. Là. Frasier, F-R-A-S-I-E-R. C'était pas un médecin, ça. C'est un psychiatre, effectivement. Ah oui, hein? C'est soit House ou Grey's Anatomy, mais guess, je vais dire Grey's Anatomy. Aucun des deux. C'était dans Cheers. C'est un psychiatre dans l'émission Cheers. Okay. C'est tough, faut encore une fois connaître bien sa télé américaine. Et finalement, les Simpsons, ça vient d'où? Parce que c'est effectivement, même avec 36 saisons, les Simpsons, c'est un spin-off en fait. Même à 36 saisons, c'était une émission à sketch d'une autre émission. Je sais cette information-là. Je pense que c'est à quelque part dans ta tête, encore une fois. C'est ça pour passer la maîtrise, encore une fois. Ça va être tough. Encore les Simpsons avec leur maudit point Bonnie. Et qui scratchy. Malheureusement pas. C'était The Tracy Ullman Show. Ouais, c'est Tracy ça. Ullman Show. Pu l'avoir. C'est tough quand même, par contre. Encore une fois, c'est sûr que des fois, ça vaut la peine d'arrêter le podcast, là, peut-être pour travailler un petit peu. Francis, malheureusement, la maîtrise pas faite. On y va avec la dernière question, le doctorat. T'es-tu prêt? Oui. Alors, évidemment, bon, c'est tough d'isoler une seule série. Je me suis dit que j'allais pas faire une question sur une série. C'est un peu chiant quand même. Surtout si tu l'as pas vu, aucune chance que tu fasses ton doctorat. C'est pour ça que tu as choisi toutes les séries. J'ai choisi Star Trek. toutes les séries. C'est ça, Star Trek est dans toutes. Malheureusement, c'était pas là-dedans, Francis. Donc, pour ma question de doctorat, j'ai décidé que j'allais te poser une question concernant l'histoire de la télévision. Donc, plus précise. Un moment en particulier qui a retenu notre attention à nous autres, hein, qui est un peu nostalgique. Je ne sais pas si tu te souviens, là, dans le temps, avant que ça soit un simple écran là, branché avec un HDMI et compagnie, c'était vraiment un objet en soi. On voulait brancher un VHS, un Nintendo, peu importe. Hein, fallait faire autre chose que juste d'écouter l'émission. Fallait faire quoi pour mettre donc notre VHS ou notre Nintendo? Fallait mettre ça à un poste. Hein? Au 3? Au 3, effectivement. Fallait mettre ça au 3. Mais pourquoi? Et pourquoi fallait mettre ça au 3, Francis? Alors, ma question est en deux temps. Premièrement, pourquoi est-ce qu'il fallait syntoniser un canal en particulier? Que ce soit le 3 ou un autre. Là. Pourquoi il fallait mettre un canal en particulier pour syntoniser finalement notre VHS ou notre Nintendo? Et ma deuxième question, c'est pourquoi le canal 3 exactement? Alors, je te laisse un petit moment de réflexion. Bravo! J'en ai absolument aucune idée, mais j'ai hâte de savoir cette réponse-là. C'est une très bonne anecdote, en fait. Ah oui, j'ai hâte. Elle est très bonne, écoute. 3, écoute, j'imagine qu'il doit avoir de quoi... Toujours la science en même temps, hein? Exactement! Toujours la science! Si t'aimais la science, Francis, là, t'es rendu un fan de science maintenant, j'ai pas le choix. L'appareil en tant que tel devait être syntonisé à un type d'onde en particulier qui devait être un canal. Je me souviens que c'était pas nécessairement toujours le 3, ça pouvait être le 8 ou quelque chose comme ça, mais tant qu'il soit synchronisé sur les mêmes ondes...
Puis pourquoi le 3 en tant que tel? Pourquoi le 3 en tant que tel? Ben, c'est des relents de la chrétienté avec la Sainte Trinité. Écoute, pour vrai, en plus, si t'avais essayé de bradouiller un peu plus, j'aurais peut-être pu te donner le point. Que j'en prenais plus pour un doctorat. Ben, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que les télévisions traditionnelles sont associées à des radiofréquences. Bon, un peu comme une radio, là, finalement. Là, quand tu captes des ondes, il y a capte des ondes qui vont diffuser. Quand tu mets un canal, c'est un peu comme la radio. Là, c'est-à-dire que si tu mets le 107.3 FM, c'est pas le 107.5, c'est pas le 107.7. Donc, finalement, le canal 3 est associé à 60 à 66 MHz, le canal 4, 66 à 72 MHz, le canal 5, 76 à 82, etc. Donc, c'est vraiment un peu comme une radio, finalement, des radiofréquences qui captent des trucs. Donc, dans le départ, là, quand ils ont créé la télévision, ils n'ont pas pensé qu'on ferait autre chose que de capter des émissions de télé. Alors, les objets en tant que tels qui ont été créés, comme le VHS et les premiers jeux vidéo, ont dû émettre des ondes de type télévision. Alors finalement, au départ, ils émettaient vraiment un type d'onde qui allait être reconnu par la télévision. Bon, par la suite, il y a eu des canaux audio-vidéo qu'on branchait finalement, mais qui étaient quand même associés à ce même type de hertzage, donc il fallait se brancher quand même encore une fois au même canal associé. Alors ça, c'est à la base pourquoi on avait des besoins d'ondes. Maintenant, le canal 3, c'est particulier, mais c'est vraiment le type de fréquence qui était plus basse. Les canaux plus hauts étaient des plus hautes fréquences en général. Canal 3 était très bas et c'était également une des ondes de radiofréquence les moins utilisées. Donc, dans les ondes un peu partout dans le monde, le canal 3 était pas tant utilisé. Il fallait bien s'entendre sur un type de canal parce qu'il n'allait pas créer des VHS pour le Québec, des VHS pour d'autres places, des VHS pour les États-Unis ou pour l'Irak. C'était vraiment un VHS qui vendait partout, donc il fallait que ça soit la même radiofréquence et qu'il n'y ait pas trop de canaux de télévision en compétition finalement avec la radiofréquence de l'autre appareil. Le canal 3 était celui qui n'avait presque pas de zone qui l'utilisait. Quoiqu'au Québec, malheureusement, nous, on en avait un canal 3 qui, des fois, pouvait se conjuguer en même temps. Ben c'est le canal 3 qui était utilisé. C'est drôle que ceux qui ont fait les prises électriques n'ont pas eu une logique semblable ça pour été pratique, se normaliser, là, honnêtement, se standardiser. Mais oui, vraiment intéressant. Olivier, félicitations pour votre beau programme. Ben là, ça me fait tellement plaisir, Francis. Merci à toi d'être venu jouer à mon quiz télé. Ah oui, là, je m'en vais enregistrer mes émissions. Exactement. Merci tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao.